Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Cette semaine, ça faisait longtemps, on va répondre à vos questions. On a sélectionné 3 questions parmi toutes celles que vous avez pu nous envoyer sur Twitter et on va y répondre ici avec mon acolyte. Je utilise le singulier parce qu'on n'est que 2 cette fois-ci. On est en période, les playoffs arrivent, il faut un peu recharger les batteries avant le grand sprint. C'est d'habitude lui qui présente, c'est Adrien. Comment ça va, Adrien ? Ah, ça va, comme tu dis, on a rechargé les batteries. Là, moi, ça y est, ça commence à remonter. Il y a toujours ce moment le creux de mi-saison. On regarde un peu moins les matchs parce que l'intérêt est plus limité. Là, ça commence, comme tu dis, le sprint approche, le sprint final pour les playoffs. Donc, on commence à retrouver un peu l'enthousiasme. Et puis, comme il y a eu quelques moves sympas, voilà, il y a des matchs à suivre et c'est cool. Puis il y a des performances XXL. J'ai envie de te poser la grosse question qui a animé la discussion Dunk Hebdo. LeBron James, quand est-ce que c'est son prime en fait ? Non, pour donner la petite anecdote aux auditeurs, c'était la grande question de ce matin sur la conversation Dunk Hebdo après la performance XXL de LeBron. On se demandait tous c'est quand son prime. Mais t'as pas donné ta réponse, Adrien. C'est quand le prime ? J'aime bien la question évitée par nos spécialistes politiques et langue de bois de Dunk Hebdo qui dit qu'il y a plusieurs primes. C'est horrible ça. Oui, mais parce qu'en fait, il y a plusieurs LeBron James. Et c'est ça qui est fou. C'est qu'il y a un LeBron James, on en parlait tous les deux en off, là juste avant de lancer l'enregistrement. Entre le LeBron James début de carrière, plus slasher, plus physique, et le LeBron James qu'on a vu hier soir, qui a pris beaucoup de shoots et qui doit être beaucoup respecté de beaucoup plus loin, c'est pas du tout le même joueur, même s'il garde ses qualités de playmaking, etc. Donc, je saurais pas dire. Quand il gagne, c'est le prime de LeBron James. Donc, c'est-à-dire souvent, mais peut-être pas cette année, du coup. Oh, c'est beau. C'est beau. Tu as eu tes 500 parrainages ? Non. Non, malheureusement, ça a été court. On n'est pas allé assez sur le terrain. Ok. En tout cas, du coup, cette semaine, on va répondre à 3 questions parmi toutes celles qu'on a reçues. On va donc les sélectionner et on va rester beaucoup à l'ouest parmi les 3 questions qu'on a pu sélectionner. Ouais. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur Twitter où il fallait nous suivre pour savoir qu'on faisait une FAQ sur les applis de podcast. N'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles maintenant sur Spotify aussi, sur Apple Podcast, à nous suivre sur YouTube. Et puis, tout petit mot, vous l'avez peut-être remarqué, ceux qui nous écoutent à l'étranger en avant-première, entre guillemets, et ceux qui nous écoutent en France dans les jours qui viennent et maintenant, vous réentendez de la pub chez Dunk Hebdo parce qu'on a la chance maintenant de faire partie du réseau Acast. Numéro 1 pour la publicité et régie numéro 1 de podcast. On est très très content de faire partie de cette régie-là. Enfin, c'était vraiment une très belle offre pour nous. Et vous avez peut-être entendu du Dunk Hebdo ailleurs. Donc on vous tease ça. Si vous êtes un fan de podcast ou une fan de podcast, vous allez peut-être nous entendre ailleurs. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre partout, notamment sur la plateforme d'Acast. On marque la petite pause et puis on se retrouve et on va partir du côté de Utah, de Salt Lake City. On débute donc avec une question de Pierre G57. En cas de nouvel échec en play-off, que va-t-il se passer au Jazz, Gobert ou au Mitchell saute quid de Quinn Snyder? C'était dur ça. C'était dur. Je l'ai rajouté en plus, c'était pas dans la question. On va peut-être commencer parce qu'il y a 3 points d'interrogation dans cette question, donc ça nous donne peut-être 3 strates à travailler. Adrien, d'abord, moi j'ai envie de te demander, c'est quoi un échec en play-off pour le Jazz? L'éternelle question du Jazz. On en a fait d'ailleurs un podcast sur est-ce que le Jazz est une équipe de saison régulière, qu'est-ce que ça voulait dire, quels sont donc leurs objectifs. Alors déjà, état des lieux, bon, du côté du Jazz, on a fait le choix de ces dernières années de vivre et mourir, entre guillemets, avec le système autour de Rudy Gobert et de Donovan Mitchell, avec ses avantages et ses inconvénients. On pourrait y revenir côté terrain. Le fait est que par expérience de ces quelques dernières années, et ce qu'on voit aussi cette saison, ce système-là semble relativement limité. En tout cas, c'est compliqué de se dire que le Jazz fait partie des favoris pour le titre. Je pense que c'est le cas, peu de personnes les considèrent ainsi. Donc, qu'est-ce que ce serait un échec pour le Jazz ? Alors, un échec global sur une saison ne serait pas faire les playoffs, mais là, a priori, on est bien parti. Donc, finalement, ce serait au niveau des résultats en playoffs. Bon, je pense que si t'es le Jazz actuellement, quand même, t'as envie au moins, au minimum de chez minimum, de passer un tour. Je pense que tu as envie même d'aller plus loin parce qu'il y a quand même du côté de l'Ouest cette année, malgré, et on en a parlé il y a 2 semaines dans le podcast où on a simulé des playoffs à l'Ouest, malgré les Suns qui paraissent très très forts, le reste est quand même peut-être un peu plus homogène. Donc à mon avis, tu vises une finale de conf, mais vraiment l'échec, c'est à partir du moment où si tu sors sans passer un tour, là c'est un vrai échec. Je sais pas comment tu le vois. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que passer un vrai échec, ça serait pas passer un tour.
il y a quatre équipes qui se dégagent un peu, même si en termes de bilan, le Jazz, on va y revenir à cause de l'inconstance, bien, se détache pas vraiment des autres équipes. Mais quand tu regardes les match-ups potentiels parmi les équipes du dessous, parce que maintenant il y a quand même une cassure entre les Clippers et les Lakers 8-9, donc on peut commencer à deviner quels seront certains des match-ups du premier tour. Cette stat, je l'ai découverte en préparant le podcast. Luka Doncic n'a jamais gagné à Utah. Elle est complètement folle, cette stat. Il a gagné contre Utah à l'extérieur, mais c'était pendant la bulle. En fait, il a jamais gagné à Salt Lake City. Denver, on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir du côté de Jamal Murray et de Michael Porter. J'allais l'appeler Kevin Porter. Et les Timberwolves semblent peut-être encore assez frêles. Quant aux Clippers, alors je pense qu'ils auront fait la mésaventure l'année dernière, mais je les vois mal la refaire. Donc pour moi, l'échec avec un grand E, ça serait de pas passer un tour de playoff. Après se pose la question de deuxième tour. On sait que c'est une équipe dans sa configuration actuelle qui a jamais accédé à une finale de conf. Donovan Mitchell, je vais beaucoup y faire référence. Il y avait un podcast de Chris Haynes qui travaillait au Sports qui avait Donovan Mitchell. C'était il y a bientôt un mois, le 15 février, je crois de mémoire. Long entretien avec Donovan Mitchell. Parlait beaucoup de championship, le titre. C'est plus un vœu pieux, je pense, à l'heure actuelle. Enfin, pour moi, l'échec, je les vois pas passer les Suns. Les Warriors, on va y revenir dans quelques minutes. Les Grizzlies, il y a un match, mais oui, pour moi, ou alors se faire vraiment dominer en demi-finale de conf, ça serait peut-être un échec aussi. Oui, sortir sec sur un 4-0 ou un 4-1 sans donner de fil à retordre à l'adversaire. Mais oui, comme tu dis, malgré, parce qu'il y a eu un move quand même, bon alors, malencontreux entre guillemets, puisque cette saison, donc Joe Ingles s'est blessé, ils ont décidé de faire un move à la free agency, de récupérer Bogdanovic. Est-ce que ça change fondamentalement la manière dont fonctionne ce Jazz? Pas vraiment. En tout cas en termes de style de jeu, et puis en termes de résultats sur une série de playoffs, parce que c'est la question qu'on se pose. Je pense pas non plus que Bogdanovic fasse une différence majeure par rapport à ce que proposait Ingles dans un autre style plus organisateur, peut-être un peu moins scoreur. Mais a priori, oui, c'est difficile de se dire que le Jazz pourrait sortir tout le monde. Après, sur un match, comme tu l'as dit, même au-dessus, les Warriors, il commence à y avoir des questions, on va y revenir. Les Grizzlies sont certes impressionnants, mais on verra à la longue, ils sont assez jeunes comme tu l'as dit. Donc sur une partie de tableau un peu généreuse, à l'expérience, au physique aussi, parce que tu l'as dit, jouer à Utah c'est toujours compliqué. Là ils retrouvent leur avantage de jouer à Salt Lake City, donc en altitude. Voilà, on connaît leur avantage naturel entre guillemets à être du côté de l'État de Utah. Donc ça peut se faire. Après du coup, si on fait statu quo comme on est en train de se dire tous les deux, alors bon, on passe un tour et demi, allez, même finale de conf, est-ce que quand même on peut considérer ça comme un succès? Je retourne un peu la question. Je suis pas vraiment sûr. Non, je pense pas. Je pense que en entamant la saison, ils voulaient aller en finale. Je pense qu'ils veulent aller en finale de conf. Ils sont pas loin. Je pense vraiment qu'ils peuvent y accéder, mais je pense que ça serait l'objectif. De toute façon, on l'a dit souvent dans nos épisodes, les front office NBA, ils réfléchissent en finale de conf. Parce que regardez les Hawks l'année dernière, ou même les Suns de l'année dernière, t'arrives en finale de conf, tu sais jamais, il peut avoir une blessure, il peut se passer plein de choses, tu peux gratter un titre sur un malentendu. Je pense qu'une élimination en demi-finale de conf serait pas un succès, on serait entre les deux, quoi. On serait entre les deux et ça remettrait, parce qu'on va revenir quand même à la question qui nous est posée. On esquive depuis tout à l'heure le côté épineux de cette question, qui est sur qu'est-ce qu'on fait si ça marche pas, hein. Et du coup, les discussions vont revenir principalement autour de Donovan Mitchell. Bon, il y a les cas Gobert et Schneider. On verra ce qu'on peut en dire, mais je pense que la question principale, elle est tournée autour de Donovan Mitchell avec régulièrement ces rumeurs de Donovan Mitchell qui est pas très heureux, qui aimerait être dans un plus gros marché, puisque oui, Utah, c'est vrai qu'en termes de hype, c'est relativement limité. Hein, c'est morne. Jeu de mots. Du coup, très très bon. Ah, ça a mis un peu de temps, très très bon. Alors, je vais refaire référence à ce podcast-là, du coup, dans lequel Mitchell va beaucoup parler de sa relation avec Rudy Gobert, de Utah, etc. Je pense qu'il est dans un moment de sa carrière où, d'après ce que j'ai pu comprendre, hein, ce qu'il a laissé entendre, je pense qu'il est dans le moment où il se dit, l'équipe est telle qu'elle est, je vais essayer de faire le maximum avec.
je trouve que Donovan Mitchell, surtout récemment là, sur ces dernières semaines, il s'impose vraiment comme un mec dominant dans le DH20. Enfin, vraiment, il est très 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 fort. Et il y a une vidéo de Thinking Basketball de Ben Taylor là-dessus qui montre l'attaque du Jazz. Et tu vois bien que des joueurs capables de marquer à 3 niveaux avec le niveau d'efficacité d'un Donovan Mitchell, il n'y en a pas 50 en fait en NBA. Donc je pense que lui, en tant que joueur, je pense qu'il est arrivé peut-être au moment où il doit essayer de sublimer cette équipe. Parce qu'il faut pas oublier que le Jazz, sur ses campagnes de playoffs, ils sont peut-être décevants, mais ils ont jamais trop été épargnés par les blessures. Enfin, ils ont toujours eu 2-3 petits pépins. Pas de joueurs absents, mais des joueurs pas à 100%. Donc je pense que ça peut être l'idée pour un Mitchell, c'est essayer d'aller le plus loin possible avec cette équipe qui est pas taillée pour gagner un titre, je pense, mais aller gratter une finale de conf, etc. Enfin, vas-y. Non, mais justement, ce point-là, moi, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que oui, tu es dans un schéma dont on risque de reparler avec d'autres joueurs de l'Ouest, mais de vouloir maximiser l'équipe telle qu'elle est à ce moment-là de ta carrière. Le truc, c'est que ce que je disais en introduction autour du Jazz, c'est que ça fait quelques années que tu es sur ce format d'équipe du côté du Jazz. Alors certes, Mitchell, au tout début, c'est plus une surprise, donc on était vraiment en début de carrière, donc forcément, c'est pas tout à fait la même appréhension, mais il peut aussi arriver un moment où il se dit, bon, là, j'ai pratiquement tout donné. Comme tu dis, il est quand même à un niveau. Alors, la fameuse question du prime que tu me posais, je sais pas s'il l'est, mais en tout cas, il va pas être bien, il doit pas en être bien loin. Peut-être que tu te dis, bon, là, je donne une dernière fois tout, entre guillemets. S'il fait de bons playoffs, en fait. Si Donovan Mitchell fait de bons playoffs et que le Jazz arrive quand même à trouver ses limites, je pense qu'il peut avoir une réflexion à tête reposée et se dire, là, c'est peut-être le moment où j'ai envie d'essayer sur une autre façon de jouer. Donc, soit de demander à partir, soit demander à ce qu'on change vraiment les choses. La question, c'est, a priori, s'il en arrive là, ce serait plus pour aller ailleurs qu'en disant virez-moi Rudy Gobert. Je schématise, hein, bien sûr, mais ça semblerait être le scénario le plus logique. Sachant que dans la fameuse vidéo dont je parlais, sur 75 possessions, c'est le meilleur marqueur des playoffs sur les 2 dernières saisons, hein, Donovan Mitchell. Enfin, en termes de moyenne de points, il fait vraiment des campagnes de playoffs très abouties, je trouve, à chaque fois. Donc oui, on peut se dire que ça serait trop. Est-ce que tu penses que ça peut vraiment changer si on répond vraiment à la question? Est-ce que ça peut vraiment bouger cette année? Il y avait, j'ai lu beaucoup d'interviews, oui, de Donovan Mitchell. Il y en avait une dans The Athletic cette fois-ci, où en gros le journaliste qui suit le Jazz pour The Athletic, Tony Jones, expliquait que en gros, c'était pas écrit noir sur blanc, mais il sous-entendait que si cette année il y avait pas de bons résultats, ça allait changer. Mais est-ce que ça veut dire casser Gobert Mitchell? Moi, tu vois, je fais en longueur, hein, mais mon problème de casser Gobert Mitchell, il est très simple. Gobert a plus de valeur à Utah que partout ailleurs dans la ligue, parce que l'équipe, le système défensif a été construit sur lui, etc. On sait que c'est un joueur, la communauté analytique en parle souvent, mais qui est pas toujours très apprécié à sa juste valeur. De l'autre, Mitchell reste un profil de joueur dans une ligue dominée, ou en tout cas dans laquelle les arrières sont très importants. Un arrière de ce niveau-là, si jeune, c'est inconcevable pour moi de s'en séparer. Donc tu fais quoi? Ouais. Mais là, tu te places du point de vue du Jazz. Mais j'entends tout à fait ce que tu dis. T'as raison. C'est vrai qu'on a Rudy Gobert, on avait utilisé cette expression en c'est de l'héliocentrisme défensif. Et quant à ce système-là, il te faut un gars du profil de Donovan Mitchell. Et bon, va trouver mieux. Ça me semble assez compliqué. Donc, effectivement, du point de vue du Jazz, l'intérêt, il est relativement limité. Après, tu pourrais casser tout le reste autour, mais je suis pas sûr que tu arrives à faire beaucoup mieux. Parce que tu parlais de leurs soucis physiques qu'ils ont régulièrement. Le Jazz, c'est aussi une équipe, elle est plutôt jeune, hein. Tu joues avec Mike Conley, tu joues avec Rudy Gay, t'as des Hassan Whiteside en backup de Rudy Gobert. Enfin, t'as que des joueurs au-dessus de la trentaine, Bogdanovic aussi, hein, d'ailleurs, à plus de la trentaine. Bon, ça respire pas la jeunesse. Donc, plus t'avances, plus ce type de scénario-là risque de se répéter. Donc, t'as ce risque qui tient. Après, pour moi, pour répondre à la question de qu'est-ce qui risque de se passer, ces dernières off-season et autres free agency, voire même juste conflit entre joueurs et équipes, me font dire que c'est difficile de s'avancer. Et je pense que si éclatement doit arriver du côté du Jazz, je pense qu'il viendra plus d'une demande qui peut être dans la forme bien plus propre que ce qu'on a vu avec notre ami Barbu ou encore Ben Simmons, mais viendrait plus du coup d'une réflexion du côté des joueurs. Mais c'est vrai que du côté du Jazz, c'est-à-dire que en fait, si t'en enlèves un, comme tu l'as dit, est-ce que tu dois pas enlever les deux? C'est ça. Puis
Alors il y a un nouveau consortium de propriétaires du côté du Jazz, mais je pense pas que dans un petit marché, on sait à quel point j'aime pas ce terme-là. Comme Utah, quand tu as 2 joueurs qui s'approchent du top 20 NBA, est-ce que tu veux vraiment t'en séparer? Mais c'est très vrai sur la question de l'âge. Enfin, Conley a 34 ans, son contrat court jusqu'en 2023-2024, même s'il n'est pas garanti. Bogdanovic a 32 ans. Il a encore une année de contrat après celle-ci, après cette saison. Jordan Clarkson a 29 ans. N'empêche, il a encore 2 ans de contrat. Enfin, tu vois, des joueurs en dessous de 25 qui ont vraiment de l'importance dans l'équipe, il y en a c'est pas. Donovan Mitchell. Ouais, enfin, tu vois, c'est... Et Nickel Alexander-Walker. aussi, qui est mis au placard. Hein. Comme quoi, les premiers tours de draft sur lesquels on parie un petit peu, hello à Cam Reddish, dans un trade, c'est pas toujours... voilà, quand il tombe dans des équipes... Faut se méfier, parfois. Si on te le vend, c'est peut-être qu'il y a une raison. C'est vrai que se pose actuellement la question de où sera cette équipe dans 2-3 ans. Ce qui peut-être montre que on est peut-être parti sur une dernière danse ou sur une avant-dernière danse. Moi, j'ai juste trop de mal à voir, et ça va rejoindre notre deuxième question de notre FAQ, comment une équipe sciemment peut se séparer d'un mec à ce niveau-là. Parce que c'est un schéma qu'on voit plus en fait en NBA. C'est le joueur qui prend l'initiative. Oui, pratiquement. Puis comme tu l'as dit, en fait, c'est aussi quand tu es dans un marché plus... limité, voilà, on va essayer de faire des paraphrases. C'est compliqué de se dire, parce que souvent, et vous en aviez parlé avec Tom dans le podcast Reconstruction, souvent il y a aussi, on confond un peu avec destruction, mais quand tu détruis tout pour rebâtir en partant de zéro, quand tu es dans un petit marché, c'est plus dur parce que ton attractivité est vachement plus faible. Donc il y a moins de tomber sur un talent générationnel sur une draft. Alors déjà, faut un bon pic, et ensuite faut avoir un peu de chance pour tomber sur le bon gars, retrouver ce niveau-là au sein de la NBA, parce que là le Jazz, bon, on rigole en mode oui, c'est peut-être pas fou, mais bon, ils sont 4e à l'Ouest, et overall sur la NBA, j'ai pas les standings sous les yeux, mais ils doivent pas être bien loin non plus, puisque l'Est est un peu plus bas en termes de résultats. Donc détruire ça pour se retrouver moins bon, retrouver pendant longtemps au pire le ventre mou pour faire une Indiana, comme on aime bien le dire chez Dunk Hebdo, c'est pas forcément hyper attirant. Là, tu sais que t'as des joueurs qui sont bons, qui sont flashy, parce que Mitchell, il est flashy d'une certaine façon. Gobert aussi, avec la défense. Enfin, tu vends des maillots, tu vends des tickets. Parce que tu dis trouver un générationnel, limite là, alors t'en as peut-être pas un générationnel, mais t'en as un et demi, tu vois ce que je veux dire? À 2, t'as un duo. Ouais. Où la probabilité d'avoir les 2 en même temps chez toi est quand même pas hyper élevée. Sachant que t'as drafté les 2. Hein. Enfin, tu vois, tu ramènes et pas très haut. Donc c'était... Et pas très haut en plus. Parce que le Jazz est quand même... Alors si, il y a eu le début des années 2010 avec mais autrement, le Jazz n'est pas une équipe qui pique haut en plus. Enfin, tu vois, traditionnellement. Après, moi, je me demande juste, c'est très rare dans l'histoire, à l'échelle de la NBA. Donovan Mitchell a connu les playoffs toutes ces saisons depuis qu'il est rookie. C'est très très rare une équipe qui maintient ce succès-là sans avoir de pic finale NBA titre et qui année après année répète ce schéma. Ça existe pas trop. Enfin, au bout d'un moment, Atlanta a tout pété. On peut parler des Spurs, mais les Spurs avaient eu ces pics. Ils avaient eu les titres, etc. Il y a un moment où il y a une lassitude qui se crée, que ça soit dans le front office, mais plus souvent chez les stars. Donc je me demande si, oui, ça va pas exploser. Il y a une temporalité quand même. Tu vois, le truc que tu disais, est-ce que c'est cet été? Je suis pas sûr. Comme tu disais, dans 1 an ou 2, parce que là, on a eu beaucoup d'explosions récemment dans la ligue. Donc pour aller chercher... pour retrouver en fait en face quelqu'un qui va vouloir de ton joueur, qui aura beaucoup d'assets, et on parle surtout de pick de draft en l'occurrence, c'est assez compliqué. Il faut qu'il y ait une timeline. Je pense que dans 1 an ou 2, des équipes type Détroit avec Cade qui aura eu le temps de s'affirmer un peu, ou voilà, enfin en tout cas ce type de profil d'équipe, j'en ai pas d'autres qui me viennent tout de suite en tête, mais ce sera peut-être plus facile d'en trouver dans 2-3 ans, parce qu'on a beaucoup d'équipes en reconstruction totale et d'équipes en all-in, et toi t'es un peu entre les deux. Donc éclater maintenant, est-ce que tu trouveras vraiment quelque chose de rentable pour ça? Je suis pas sûr, malgré la valeur très élevée, je pense, de Donovan Mitchell ou de Rudy Gobert, et encore plus des deux évidemment. Surtout que c'était un constat qu'on avait déjà fait dans le DH20 de l'année dernière, et qui, bon, alors a été un petit peu modifié parce que Harden, à notre grande surprise, a changé de crèmerie, mais il y a plus de joueurs vraiment disponibles, même tacitement. Enfin, si t'enlèves ce bon vieux Bradley Beal, qui est vraiment disponible ou enfin tu vois il y a le Dark Horse ces dernières semaines Zion, mais bon, je pense que c'était un feu de paille qu'autre chose. Puis en plus, tu vois, c'est un mec qui est ric-rac dedans. La plupart des mecs du top 15, tu les vois pas trop bouger. Je veux dire, il y a pas de... Alors encore une fois, une surprise peut arriver, mais
Donc oui, et effectivement, ça semble bloqué. Pour terminer peut-être le chapitre Utah, imaginons qu'ils essayent d'échanger un des deux. Tu vois, c'est là où pour moi, échanger, sachant qu'il y a un héliocentrisme des deux côtés du terrain sur un, enfin je veux dire, t'échanges Gobert, il faudrait que tu tombes sur quoi? Il faudrait que tu tombes sur Miles Turner. Enfin, je veux dire, c'est ça qu'il te faudrait. Et t'échanges Mitchell, toute l'architecture de ton attaque doit être revue, donc c'est trop compliqué pour moi. Ah bah pour moi, si tu balarques tout en fait. Ouais. Et le coach avec, parce que il était en fin de question. Snyder, je pense pas que changer le coach ça change quoi que ce soit. Pour moi, il va Snyder, avec. il est intouchable. Hein. C'est un top 5 NBA. Pour moi, Snyder. Oui. Puis en plus là, il fait partie intégrante de ce système-là de jazz. C'est lui qui l'a construit. Et puis il y a pas grand-chose à lui reprocher. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus avec ça? Enfin, en tout cas avec ça. C'est un peu méprisant de dire ça. Sachant qu'on est un peu méprisant. C'est une équipe qui sur le rating offensif est encore tutoie les sommets, premier NBA, etc. Mais c'est vrai qu'on a toujours ces questions sur la capacité qui se répètent aussi. C'est peut-être un peu ça, cette lassitude aussi année après année. Certains points, capacité à défendre sur les équipes small ball, sur les équipes longues, sur les équipes athlétiques, liées à l'âge, etc. Enfin bref. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Utah, Adrien? Pas vraiment, mais la question d'après va être intéressante parce que c'est un peu, ça va être un cas qui peut se rejoindre. Eh ben, on va parler du côté un peu plus de soleil. Un peu plus de soleil. On va partir du côté de Golden State. Seb Bandwagoner, Lakers fan, qui nous pose cette question. Déjà, le pseudo pose voilà. Le personnage. On a envie que ça tombe du côté des Warriors. Alors la question est assez longue. Je prends mon souffle. Quel est l'avenir des Warriors? Combien de temps vont-ils pouvoir jouer la carte de l'avenir et du présent en même temps, sachant les inconvénients que ça implique, notamment une masse salariale colossale et une repeater tax qui va devenir impossible à assurer même pour les Cobb. Alors si on fait un petit travail de pédagogie, la repeater tax, donc ce phénomène, ce processus qui amène une équipe qui paye la luxury tax à payer de plus en plus d'année en année. C'est ce qui avait été inclus dans le CBA 2013 pour éviter qu'en gros une équipe soit tout le temps dans la taxe. Le fait est que vous l'avez peut-être déjà lu, pour les Warriors maintenant, ramener un petit peu de salaire, c'est multiplier, ce qui fait que un joueur de bout de banc peut te coûter 15 millions. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Voilà, c'est pas aussi précis que Tom, hein, mais tout le monde n'est pas Tom. On apporte chacun mais l'idée est claire. On apporte chacun notre valeur à l'équipe. Du coup, la question de Seb, je vais pas le faire en entier à chaque fois, est assez intéressante. C'est vrai qu'on a ce mélange du côté des Warriors, c'est même très intéressant quand on regarde l'âge des joueurs majeurs de l'effectif. On a d'un côté ce qui reste et ce qui est toujours présent, la dynastie, on peut l'appeler comme ça, des Warriors. En gros, Steph, Clay, Draymond. Je pourrais même inclure Iguodala qui est revenu, enfin bref. Et qui est plus vieux encore. Hein. Qui est plus vieux qu'eux en plus, un des plus vieux joueurs NBA. Et de l'autre côté, on a donc les jeunes joueurs qui sont arrivés à la draft avec les deux stars, si on veut, Wiseman. On a aussi Kuminga. Et puis pour moi, Jordan Poole, il s'inclut plus ou moins là-dedans parce qu'il a que 22 ans. Bref. Est-ce qu'ils peuvent continuer à faire ça, Adrien, à jouer les deux tableaux? En fait, moi, la question que je poserais, c'est l'inverse. Pourquoi ils ne le feraient pas? Alors, il y a la question de l'argent, effectivement. Mais a priori, quand tu as décidé l'année dernière, malgré l'absence de Klay Thompson, tu savais que ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas joué, qu'il allait revenir en cours de saison, que du coup, ta probabilité qu'il revienne à fond est assez faible. Pour moi, tu t'es engagé au moins sur 2 saisons. Sinon, tu aurais pu bouger. À ce moment-là, il y avait un nombre de rumeurs, il y avait même certains fans qui en parlaient, qui voulaient plutôt se débarrasser de Wiseman notamment, qui avait une grosse cote, du pic de draft devenu Kuminga. Tu l'as pas fait, donc pour moi, au moment où tu l'as pas fait, c'est que tu vas décider d'au moins te donner une saison en plus. Là, il se trouve qu'au retour de Clay, t'as Draymond qui est blessé. Bon, ça aurait peu de sens à mon avis de tout faire exploser là cet été en fait. Un peu de la même manière que ce dont on parlait pas avec le Jazz, c'est pour ça que je parlais d'une transition intéressante, c'est qu'en plus cet été, t'en fais quoi? C'est pareil. Alors oui, il y aura toujours du monde qui voudra si tu veux vendre Steph Curry, t'auras du monde pour Steph Curry. Si tu veux vendre Draymond Green, tu fais un échange avec le Jazz, de toute façon t'auras le même problème. Hein. Les mecs sont sont payés tout autant et tu vas payer la luxury tax. Donc, et filer les clés du camion, t'en es pas encore là aussi, parce que c'est ça l'autre partie de la question, c'est filer les clés à Wiseman, Kuminga. Ils sont très jeunes. Kuminga a 19 ans, Wiseman c'est 20 ans, mais en plus il a très peu joué, donc t'as pas vraiment de certitude, mais t'as l'air de tout de même leur faire confiance
dans le cas où ça fonctionne avec tes anciens, de jouer avec eux. Et la cerise sur le gâteau, c'est que dans 2 ans, c'est la fin du contrat de Wiggins. Il restera plus qu'1 an de contrat à Wiseman. C'est à ce moment-là que tu pourras te poser toutes les questions. Le reste, et je vais te laisser la parole pour ça, c'est effectivement Jordan Poole, parce que Jordan Poole est très bon. En tout cas, dans le rôle qu'on lui demande là de feu follet. Clé est revenu, tu vois. Ça pour moi, c'est pas un détail, ça. C'est pas un détail, mais sa responsabilité a changé, etc. Mais bon, Jordan Poole, il arrive alors il a une team option pour l'année prochaine, mais ça va vite devenir cher, cette affaire, comme tu le disais. Donc, peut-être que la question centrale est autour de Jordan Poole, mais pour moi, je ne vois pas de scénario, j'arrive pas à m'imaginer en y réfléchissant de scénario où les Warriors disent à Curry, Clay ou Draymond, ou 2 d'entre eux ou les 3, on arrête maintenant. Je le vois pas, ce scénario. Pour moi, au début, je me disais, c'est pas possible. Ça va être leur souhait, mais ça sera pas possible. Parce que au niveau continuité et tout, ça sera difficile. Puis je suis tombé sur cet article de Sports Illustrated, Howard Beck, qui a fait un très long segment sur, en gros, cette volonté à la fois de jouer le présent et l'avenir du côté des Warriors. Et pour moi, il y a un peu 3 niveaux de lecture pour ça. Il y a le premier, je vais partir du haut, au niveau du propriétaire, qui veut créer une espèce de dynastie dans la longévité pour prouver que c'est vrai que dans l'article, il explique que les dynasties comme celle des Warriors, alors on va pas faire un débat est-ce que les Warriors sont une dynastie, bref, les équipes qui ont marqué, qui ont pesé, bien souvent la fin elle est assez triste. Enfin, je veux dire, la fin des Bulls est triste, la fin des Lakers est triste, quel que soit qu'on parle des Lakers de Magic, qu'on parle des Lakers de Kobe, la fin est triste. Si on inclut Heat là-dedans, c'est assez triste. Enfin, en tout cas, même si c'est peut-être le moins triste de tous, mais en tout cas, c'est toujours compliqué de faire la liaison entre cette équipe légendaire et la prochaine bonne équipe. Et vis-à-vis du proprio, il y a vraiment cette volonté de garder ce fil rouge-là. Et c'est vraiment une volonté affichée. Le deuxième niveau, pour moi, c'est celui du coach, où c'est très intéressant parce que Steve Kerr, d'un côté, il explique, moi, je coacherai pas cette prochaine bonne équipe. Donc, c'est là où lui, il doit essayer de bricoler en se disant, je dois leur offrir quelques minutes à ces joueurs-là parce que l'expérience du terrain est très forte, mais j'ai une obligation de résultats à court terme. Et c'est là où, pour moi, le clash peut s'opérer, c'est avec le niveau joueur. Dans ce même papier, Curry explique, moi, je joue le titre. Et il y a un moment où, pour l'instant, ça clash pas parce que ils essayent d'en faire des role players. Mais si jamais, par exemple, ce qu'on voit actuellement du côté des Warriors, où on voit certaines limites, notamment avec l'absence d'un Draymond Green, si ça venait à perdurer, là, je pense qu'on peut commencer à avoir des frictions au niveau des joueurs parce que Curry peut se dire, moi, mon objectif, c'est le titre, et on sait que le titre, on le joue avec des vétérans la plupart du temps. Enfin, tu gagnes pas le titre avec des role-players en contrat rookie. Ça n'existe pas vraiment, ça. C'est là où il peut y avoir ce clash. Donc, je pense que c'est une volonté de la franchise. Je pense que les coachs, notamment avec un très gros travail avec la G-League, essayent de continuer ça. Mais est-ce que les joueurs vont adhérer? C'est là, pour moi, la vraie question. Donc, tu penses que si ça devait éclater, ça viendrait d'une volonté joueur? Je pense. Des vétérans qui se disent, OK, mais moi, je serai pas dans cette équipe dans 10 ans, en fait. Dans l'équipe menée par Wiseman, Kuminga, etc., j'y serai pas. Donc, mais il y a un moment, tu vas devoir faire une transition. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Ça finira par arriver. Mais en l'état, comme on n'y est pas, justement, là, tu peux pas laisser les clés à Wiseman, Kuminga, et eux-mêmes quelqu'un d'autre. Je pense qu'en l'état, ils ont quand même envie encore de retenter à 3 en pleine forme. Moi, je pense quand même que les 3 là, comme tu dis, un peu de la même manière que pour le front office et le propriétaire, t'as envie de... Là, si tu arrives à refaire un run là tous les 3, ils s'inscrivent aussi dans l'histoire de la NBA encore plus loin. Bon, Curry, il est tranquille, il y est dans cette histoire, hein, mais pour les 2 autres ensemble, j'ai l'impression qu'il y a un lien, qu'ils ont joué pour Clay, qu'ils attendaient le retour de Clay. Bon, là, c'est compliqué pour Klay Thompson, il faut dire aussi les choses. C'est compliqué aussi pour les Warriors qui perdent des matchs dernièrement. C'est là qu'on voit que Draymond Green, malgré ses 33 ans, 34 ans par là, est toujours vraiment déterminant dans leur défense, parce que leur defensive rating est en train de plonger depuis qu'il est plus là. Mais je pense que les 3 sont pas encore prêts à lâcher l'affaire. Mais je suis d'accord sur le fait que ça viendra d'eux. Et il y a un moment, il y aura transition en mode, bon, si on change de capitaine de bateau, un Curry, un Clay, un Draymond, alors selon l'état de santé, selon leur âge, etc., pourrait dire, bon, bah, moi, du coup, j'aimerais aller là-bas, mais ça se ferait plutôt en bon terme, j'imagine, dans ce scénario-là. C'est là la difficulté, en fait, pour répondre à la question de Seb. Pour moi, je pense que t'as mis le doigt dessus. C'est au moment où il va falloir les payer où ça va se poser la question, où se posera la question.
Après, bizarrement, ce modèle de développement-là, il a un point positif, c'est que t'exposes pas vraiment les jeunes joueurs. C'est-à-dire que un Wiseman, il a joué 39 matchs avec les. Alors il y a oui, pour l'instant, on l'a pas vu. On l'a pas vu. On parle quand même d'un mec qui avait très peu joué à la fac, donc en fait, ça reste quand même un sacré mystère. Mis à part saison 3e année de malade, quand il va falloir commencer à penser à le repayer au portillon, je pense pas qu'il va avoir 15 000 équipes. Donc ça peut être une bonne solution. Après, moi je te dis, je reste persuadé que si à un moment, notamment si dans des campagnes de playoffs, ils remarquent que les équipes en hausse face à eux sont plus profondes, toc toc, les Suns, et les mecs vont se dire à un moment, c'est bien, mais je sais pas, que Kuminga ait autant de responsabilités, c'est bien, mais ça nous arrange pas à court terme. Pour moi, ça peut venir que de ça. Donc, à voir le moment où ça peut se présenter. Et puis la deuxième partie aussi financière de cette question, alors on parle surtout des stars, mais tu l'as dit toi-même, c'est qu'à chaque fois que tu signes des joueurs à la fin là, qui sont au minimum vétérans, des Iguodala, tu l'as cité, des Otto Porter cette année, de Bjelica aussi, enfin tout ce type de joueurs-là, au bout d'un moment, ça va être de plus en plus compliqué parce que tout le monde les veut, enfin toutes les grosses teams les veulent, ces joueurs-là au minimum qui sont productifs et qui sont jouables sur un terrain. Alors en minutes limitées avec des rôles particuliers, mais c'est la problématique qui se pose du côté des Lakers là par exemple cette année, on l'a bien vu. Enfin, c'est quelque chose qui se pose régulièrement pour les équipes qui ont 2-3 joueurs qui sont en contrat max. Donc pour l'instant, t'as les potes de Steph Curry, Draymond Green et Klay Thompson, donc André Iguodala qui est là, certains vétérans qui aiment bien cette ambiance, l'image aussi qui se sont créés autour de la ligue d'être vétéran friendly entre guillemets. À la longue, peut-être que ces types de joueurs-là se tourneraient ailleurs et comme tu l'as dit, ça te pose tout de suite une limite de profondeur et donc c'est peut-être au moment où tu n'arriveras plus à attirer ces joueurs-là de fond de banc, paradoxalement, qu'il faudra tourner la page de ton trio. Sachant qu'en plus, on pourrait se dire, ces joueurs de fond de banc sont remplacés par les rookies qui sont de la main-d'œuvre pas chère. Mais je répète encore une fois, c'est des joueurs qui font trop d'erreurs. Par exemple, le super grand paradoxe actuellement, c'est que les Warriors auraient besoin d'un mec comme Wiseman. Ils auraient besoin d'un pivot, d'un 7-footer qui est capable de protéger la raquette quand Draymond n'est pas là. Wiseman est blessé et on sait que Wiseman, sur du très haut niveau de playoff, pensez à DeAndre Ayton qui était déjà beaucoup plus loin dans son évolution. C'est un rôle extrêmement compliqué auquel Wiseman n'est pas encore prêt. Et ben là, c'est sûr. C'est là où le paradoxe est, c'est qu'en fait, c'est là où pour moi il y a le clash entre le futur et le présent. C'est que tu peux te dire, OK, je vais responsabiliser Wiseman maintenant parce que ça aura de l'intérêt pour dans 3 ans. Mais à court terme, quand tu es dans le top 3 de ta conférence, c'est inimaginable de faire ça. C'est pour ça, moi, j'ai souvent critiqué ça du côté des Celtics parce que pour moi, ils jouaient tous les tableaux. Pardon. Je pense que ça sera toujours compliqué, mais ils peuvent le faire parce que ils ont déjà toutes les ressources à la maison. Pour moi, c'est là où elle est la grande différence. Pour moi, la problématique que tu as citée, du coup, c'est ça, c'est effectivement le fait que Wiseman n'ait pas pu jouer cette saison-là. Le scénario parfait, il était comme ça. C'est tu savais que Klay allait revenir, ça allait être compliqué. Voilà, bon là, t'as Draymond qui s'est un peu blessé, mais en tout cas, t'avais une saison, alors de transition, le mot est pas parfait, mais en tout cas où t'étais pas tout de suite de retour avec tes ambitions maximum, où tu pouvais te permettre justement de tenter, de donner de l'expérience à tes jeunes joueurs pour ensuite, la saison d'après, les voir à un niveau pour remplir ce rôle de role player, un peu redondant, mais ce rôle de role player, remplir ce rôle en faisant moins d'erreurs avec l'expérience accumulée. Là, le fait qu'il joue pas, la saison prochaine, tu risques de te retrouver avec la problématique que tu évoques de t'as besoin qu'il joue et en même temps, s'il joue trop, ça peut te poser des problèmes. Donc, tu dépends un peu de l'évolution, la rapidité d'évolution, sans parler d'état de santé, de Wiseman, notamment pour savoir quoi faire. C'est pour ça que je pense que la saison prochaine, pour moi, elle est déterminante. C'est la saison prochaine qui détermine tout. De savoir si tu peux le faire, tu peux réinsister encore un peu, ça me semble compliqué, mais pourquoi pas, ou est-ce que effectivement tu décides de dire bon, là on n'y arrivera pas en l'état, ça devient trop complexe, donc il faut qu'on réassainisse les finances et qu'on soit un peu plus raisonnable à moyen terme. Ce qui est négatif presque pour eux, c'est qu'en plus, mis à part peut-être Draymond, et on en a déjà des petits signes, c'est des joueurs qui devraient bien vieillir. Enfin, Curry devrait bien vieillir de par son style de jeu. Klay, c'est un cas particulier parce que là, on est toujours en phase d'attente à se demander il revient comment et quel sera le niveau maximum du Klay après le hiatus de 2 ans. Mais
la question se posera. Moi, j'avoue qu'à l'heure actuelle, quand je lis cet article et que je vois que le front office a vraiment cette volonté, qu'il y a vraiment un plan réfléchi, où on investit les mecs en G-League, où on a le même système de jeu entre la G-League et les Warriors, je me dis que c'est un plan qui est vu pour être continué et qui pourra être capoté. Les seuls qui pourront le faire capoter, c'est les joueurs. Donc je pourrais répondre à la question de Seb, je pense qu'ils vont continuer à faire ça pendant longtemps. Parce qu'il y a vraiment cette volonté de marquer l'histoire, c'est peut-être un grand mot, mais réussir là où les autres ont échoué. Oui, et puis installer ton institution, le fameux mot un peu galvaudé, ton institution Warriors comme place forte sur la longueur en NBA pour justement, après coup, donner envie aux gens de dire « Ah bah là, on va aller aux Warriors », d'une part par le prestige passé, et d'autre part parce qu'effectivement, l'institution, elle est carrée, etc. Enfin, c'est s'installer comme un gros marché sur la durée. C'est plutôt malin en soi. Puis sur le principe, ils tombent dans une situation qui arrive jamais. Tu es jamais une équipe avec le talent des Warriors, certes vieillissant, qui se retrouve avec un numéro 2 de draft et un numéro 7. T'as pas 2 top 10 avec le talent en magasin. Alors c'est Bob Myers qui disait oui, mais moi j'ai jamais souhaité avoir Clay out pendant 2 ans. Il a raison, mais du coup il essaye de la situation. C'est le petit point positif de la situation. Mais c'est vrai qu'ils sont dans une situation qui, alors tu l'as dit, il y avait peut-être cette recherche de joueurs de haut niveau. Après ça, je me dis, il aurait fallu faire quoi en fait? Je suis pas persuadé que la recherche du All-Star qu'il a en plus, enfin ils l'ont eu techniquement avec Andrew Wiggins, mais je suis pas persuadé que la recherche du l'autre joueur de l'autre pièce aurait été vraiment déterminant. Je pense que ce qu'ils ont fait là, c'est plutôt logique. Après oui, il y a pas de précédent, donc moi je suis de formation en histoire, donc j'ai du mal quand il y a pas de précédent, ça m'oblige à tirer des plans sur la comète. Et puis pour le coup, Andrew Wiggins, tu l'as évoqué rapidement, c'est quand même limite le profil que tu veux. Alors après, il y a le statut financier, notamment contractuel du joueur qui peut rentrer en question. Mais en termes de profil, c'est l'ailier qui te va très très bien hein, à côté de Curry, Clay, Draymond. Donc qu'est-ce qu'il aurait fallu faire d'autre? T'as peut-être ton souci numéro 1, c'est la réémergence des pivots dominants en NBA. Peut-être que c'est ça justement qui te rend dépendant parce que Draymond Green en vieillissant, ça va devenir de plus en plus compliqué de défendre sur les big. Et quand t'as des Jokic, notamment. J'ai très peur déjà sur ces playoffs là, tu vois, Adrien. J'ai déjà très très peur. Voilà. Non mais le problème il est là pour Draymond Green, c'est qu'avant il te permettait assurance tout risque, il pouvait défendre sur tout le monde. Il peut encore le faire relativement, mais plus ça va aller, plus ça va être complexe. Quand tu vois des Jokic, quand tu vois des Embiid, quand tu vois des Bam, voilà. En tout cas l'émergence de ces grands joueurs, peut-être que c'est là qu'effectivement tu pourrais te dire. Mais t'aurais fait quoi? T'aurais balancé tes pics de draft pour trouver un pivot à 10 millions? Je suis pas sûr que ça change grand chose au schmilblick. Donc on verra, mais quel est l'avenir des Warriors? Bah je pense. On va conclure là-dessus. On était censé faire court, on sait jamais faire court. Non, ce qui pourrait se passer, j'ai dit que les joueurs pourraient faire sauter la situation. Le gros problème pour la direction serait que cette équipe des Warriors sous-performe de manière super drastique. C'est pas ce qu'on voit actuellement. Je parle avec les trois. Si l'année prochaine ils ont même du mal, ce que j'imagine pas, mais on sait jamais. Hein, enfin, on se trompe souvent sur les prédictions. S'ils ont du mal à ne serait-ce que se qualifier directement pour les playoffs, là la question elle se pose très vite. Et je pense que c'est un scénario qu'on n'anticipe pas vraiment. Encore que, tu vois, là ça vient de m'y faire penser, mais là on est sur une saison où l'Ouest, il y a eu pas mal de soucis, notamment de pépins physiques, un peu pour tout le monde, les Warriors y compris, hein, mais pour beaucoup de monde, il y a des échecs de projets, enfin, en tout cas qui marchent pas aussi bien que prévu du côté des Lakers, etc. Il est possible que l'année prochaine, la concurrence soit un peu plus féroce, que ce soit toujours aussi dense. Clippers, donc, Nuggets. Voilà, notamment. Donc il existe un scénario, peut-être les Mavs deviennent un peu plus forts. Enfin, il y a tout un tas d'équipes comme ça où ça peut se passer. Donc il existe un monde où effectivement la saison prochaine, t'es ric-rac play-off, play-in. On leur souhaite pas du tout, hein. Et peut-être qu'effectivement, ça pourrait changer la donne. Ouais, parce que là où, quand t'as une équipe qui va avoir l'avantage du terrain au premier tour, tu peux, en tant que proprio, tu peux te dire, bon, je peux me convaincre pour la continuité de payer la taxe toujours plus. Si tu commences à être dans une logique où t'es un peu moins fort, ça peut très vite changer. On va enchaîner avec la troisième question. Une question de... Ah, j'ai pas mes lunettes, il est tard, j'ai fait beaucoup de trains. Marilito-sama, je suis désolé, c'est probablement catastrophique. Faut-il forcément trader Marlito-sama, c'est ça. Marlito-sama, merci Adrien.
Faut-il forcément trader son franchise player pour faire une bonne reconstruction? Exemple du nouveau projet Portland et des questions sur Dame. Alors, pour ceux qui nous découvrent, on a fait un podcast reconstruction il y a quelques semaines avec Tom en duo, en amoureux, là aussi. On était revenu pendant 1 heure sur la reconstruction. On avait pris l'exemple, j'ai été le réécouter. On avait pris l'exemple Rockets, Thunder, Magic, Pistons. Du coup, les 4 qui sont un peu dans cette vibe-là. Depuis, il y en a d'autres qui se sont ajoutés. Est-ce qu'il faut trader son franchise player pour faire une bonne reconstruction? Réponse rapide, non. Non, mais en fait, moi, je trouve cette question, elle est pas inintéressante, mais il y a beaucoup de nuances à apporter. C'est-à-dire, qu'est-ce que ton franchise player? Cette définition du franchise player, pour moi, elle est toujours un peu complexe. C'est ton go-to guy offensif la plupart du temps, et ça se finit pas. C'est ta pièce centrale, on va dire, de ton effectif, mais elle peut avoir différents postes, différents profils, différents âges. Donc, et pour moi, le principal facteur là-dedans, c'est la temporalité. Pour prendre l'exemple Blazer, c'est donc celui qui est posé dans la question. Tu viens de transitionner par rapport à ce qu'on disait sur les équipes avant sur un duo où tu dis bon, CJ McCollum, j'arrête. Le duo McCollum-Dame, j'arrête. T'as pas l'air quand même de te dire j'abandonne Damian Lillard. C'est ça, parce que tu peux encore jouer quelques années avec Damian Lillard. La question, c'est si avec l'émergence d'Anfernee Simons, tu te dis bah c'est avec lui que je veux faire des choses. Là par contre tu dois virer Damian Lillard parce qu'ils sont au même poste et parce qu'en termes de temporalité ils sont pas forcément complémentaires. Donc pour moi c'est la temporalité qui est au centre de cette question. Est-ce que tu as aussi les bases de cette reconstruction? Parce que balancer pour balancer, vous en parliez très bien dans le podcast avec Tom, ça s'appelle une déconstruction et c'est autre chose, c'est du moyen long terme. Quand tu as encore un joueur comme Damian Lillard qui est très nettement assis dans le DH20, et ça devrait aller, même si cette saison est un peu plus compliquée, notamment vis-à-vis des blessures. Pour moi, tu n'as pas besoin de le transférer. Tu es encore assez aussi, on en parlait, attractif, parce que jouer avec Damian Lillard, ça reste intéressant, je pense, pour pas mal de joueurs dans la ligue. Alors, tu l'avais dit un peu plus tôt là dans le podcast, il y a peu de gros free agents cette année. Bon, il y a le cas Bradley Beal, effectivement. Mais comme on voit cette dynamique des stars qui ont l'air de vouloir des fois dire non, mais moi, j'ai plus envie, j'ai envie de jouer avec Joel Embiid, pour citer James Harden. Pourquoi pas quelqu'un qui va aller jouer avec Damian Lillard? Donc pour moi, la réponse rapide, c'est non, mais effectivement, on va pouvoir un peu développer. Alors, la temporalité, je suis complètement d'accord. Enfin, c'est vraiment où tu te situes dans ton projet. Après, faut-il forcément trader son franchise player? Moi, pour ma question, c'est est-ce que c'est une volonté du front office ou c'est une volonté du gars? Alors d'abord, très simple, quand tu as les fameux joueurs du top 11, on rappelle, alors ça va paraître redondant pour ceux qui nous écoutent très souvent, dans notre DH20, le classement des 20 meilleurs joueurs NBA, on avait identifié ce top 11 de joueurs qui sont un peu au-dessus de la moyenne. Il va falloir retravailler cette notion-là, je pense, parce qu'elle va être largement modifiée avec ce qui se passe cette année. Bref, quand tu as un de ces joueurs du top 11-là, déjà, tu ne reconstruis pas de base. Enfin, mis à part s'il y a un grand problème avec la franchise, type Anthony Davis, tu le trades pas le joueur. Enfin, c'est lui qui fait la demande et que le mec souhaite partir. Quand tu es sur un franchise player, je vais dire d'un niveau en dessous, voire très en dessous, prenons l'exemple, par exemple, de Blake Griffin, si on pouvait l'appeler comme un franchise player du côté de Détroit, ou de Vucevic à Orlando. Là, quand c'est une reconstruction, comme on l'avait dit dans ce fameux épisode, qui part d'une volonté de sortir du ventre mou, oui, faut jarter le gars. Faut le sortir parce qu'à un moment, c'est une des raisons pour lesquelles tu peux pas espérer plus. C'est parce que ton joueur majeur, ton joueur central n'est pas assez bon. Donc là, faut le faire. Par contre, quand c'est un joueur vraiment trop dominant, je pense pas. Et de toute façon, ces joueurs-là n'amènent pas de reconstruction. Donc, faut-il forcément trader son franchise player? Non. Je pense pas. Forcément, non. Et parfois, peut-être. C'est ça, finalement, si on veut jouer sur les mots. Mais il y a un cas intéressant auquel je fais penser, c'est qu'effectivement, la définition de franchise player, c'est vrai que moi, implicitement, je l'ai mis, c'est un top 11 du DH20, quoi. C'est-à-dire que les autres, ils sont franchise player. Il n'y a pas un franchise player par équipe. Moi, je suis la vieille école. Techniquement, si on est grammaticalement précis, il y a un franchise player par franchise. C'est logique, avec des anglicismes, évidemment. Mais parfois, c'est un peu... Il y a des joueurs qui sont franchise player par défaut, on va dire. Alors, c'est méchant pour certains joueurs parce que dans la fin du top 20 du DH20, enfin des meilleurs joueurs NBA, c'est quand même des très forts joueurs. Mais des fois, ils sont plus jeunes.
ou parfois ils ont simplement pas la stature par rapport au reste de la ligue, parce que c'est aussi une question de comparaison, pour être la pièce centrale d'une équipe qui joue le titre. Et en fait, c'est ça la question. Est-ce que Damian Lillard, tu peux, en te disant Damian Lillard, c'est ton option numéro 1, créer une équipe qui joue le titre? La réponse est très probablement oui. Si tu as un joueur comme Vucevic, effectivement, c'était plus compliqué, tu joues autre chose. Donc là, t'es peut-être plus enclin à changer. Mais la question de qui initie cette fin entre le joueur et l'équipe que tu viens de poser, elle est intéressante. Et le cas, moi, je trouve qu'il illustre bien ça, c'est Bradley Beal. Parce que Bradley Beal... Alors, faut se méfier, on a le burner de Bradley Beal qui nous écoute. On a eu un commentaire sous une vidéo YouTube, vas-y, continue. Ah non, mais en plus, je vais pas du tout... l'objectif, pas du tout de descendre Bradley Beal. Mais justement, Bradley Beal, il est dans ces joueurs-là que je viens d'évoquer, qui étaient entre deux. Qui étaient toujours autour du top 20 des joueurs NBA, mais jamais dans le top 10, pour schématiser rapidement. Du coup, on a choisi de continuer avec. Le fait est que l'exemple Wizard, là maintenant c'est difficile d'aller à l'encontre de ce qui vient de se passer ces dernières années, montre que c'est un échec. Enfin, en tout cas, si tu voulais régulièrement jouer les premières places, ne serait-ce qu'en play-off à l'Est. Du coup, dans ces cas-là, la vraie question, est-ce que tu dois insister ou pas? Et surtout, en fait, derrière, on se retrouve à fais ton boulot de front office, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que tu choisisses de le garder ou non, il faut ensuite que tu fasses les bons choix pour l'entourer ou pour récupérer les bonnes pièces. Et on revient toujours à cette question de temporalité, c'est pour revenir là, parce que pour moi, c'est toujours le point central. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre en compte ce qui se fait autour de la ligue, qui est disponible ou pas, à quel moment tu auras une nouvelle fenêtre, est-ce que c'est avec ce joueur ou pas. Voilà, tout ce type de questions qui rentrent en compte. Sachant qu'en plus, on le dit souvent, on l'avait dit dans l'épisode de reconstruction, il y a aussi une fenêtre d'ouverture pour quand reconstruire. Enfin, tu reconstruis pas tellement quand tu veux. Donc effectivement, là encore une fois, ça revient à la temporalité. Et si on prend cet exemple du nouveau, t'en as parlé, mais du projet Portland, en parlant de Damian Lillard, oui, c'est le front office qui va devoir se dire à un moment, ouais, ok, notre prochaine bonne équipe peut être construite autour de Simmons, peut être construite, enfin bref, tu vois. Le front office se dit, Lillard, c'est terminé. Et il y a là, tu peux avoir cette discussion. Mais encore une fois, on est dans une ligue de joueurs. Si le joueur est trop fort, le front office se posera jamais la question, et ça revient à notre grand débat qu'on avait eu sur Bradley Beal pendant le podcast sur la trade deadline. Bradley Beal est pile sur cette ligne de crête où en fait, il est trop fort pour être dégagé, mais pas assez fort pour dominer et être dans une équipe, et à lui être dans le top 11. Donc du coup, quand si on prend le DH20 quand t'es entre 11 et 25, t'es à la fois un cadeau pour ton équipe parce que c'est un joueur de premier plan, mais un poison quand la situation est un peu bloquée. Et t'as aussi le profil de ton équipe qui rentre en compte, parce qu'on en a un peu parlé avec ces grands petits marchés, ces histoires-là. Ça joue en fait. Il y a certaines équipes qui se contentent, enfin en tout cas c'est déjà bien d'être régulièrement bien placé. Tu joues la 4e place de ta conférence. En tout cas voilà, si t'as l'avantage du terrain tant mieux, sinon c'est quand même sympa. Et il y a d'autres équipes où intrinsèquement, on pense notamment aux Lakers et aux Celtics, mais il y en a d'autres parfois où il faut que tu gagnes. Et donc, selon les ambitions que tu peux avoir, et aussi là, ça découle aussi de l'attractivité de ta ville et de ton équipe pour les free agents, avoir un gars qui est assez fort pour te maintenir, en tout cas dans certaines séries compétitives, tu vas passer à la télé nationale, etc. C'est déjà bien, et donc t'as pas forcément envie de t'en séparer. Donc c'est aussi quelle image toi tu veux de ta franchise, image et performance sportive à court moyen terme en l'occurrence. Après, je trouve le débat du franchise player fascinant, tu vois. On a ouvert une porte, oui. Mais c'est fascinant. Moi, je t'avoue, j'ai dû être traumatisé c'était dans le 5 majeur au mondial basket, ils avaient le guide de la saison NBA, ils présentaient toutes les équipes et il y avait la case franchise player. Et moi, je pense que inconsciemment, mon subconscient a associé le fait qu'il y a forcément un franchise player par équipe. Enfin, par définition, pour moi, il y en a un. Mais c'est très intéressant parce que, effectivement, si tu considères que franchise player, c'est les mecs du top 11, oui, mais parce que c'est qui le franchise player des Houston Rockets? Vas-y, tu choisis pile l'équipe. Très fort. Oui, mais parce que c'est celle-là. Parce que Détroit, tu peux dire, sans prendre de risque, que Cade sera le centre pendant quelques années parce qu'on a ce fameux talent générationnel. Du côté des Rockets, t'essayes avec plusieurs. Alors, il y en a certains qui vont dire Jalen Green. Pour moi, c'est Green. Si on s'en fie au CV, c'est John Wall. Mais c'est pas John Wall. Pour moi, alors, je vais te répondre par un truc. Ça a de sens que dans mon cerveau. C'est le mec que tu mets sur la première page du fascicule de ta saison. C'est lui ton franchise player. Ouais, c'est ton, comment ils appellent ça en K-pop?
C'est ton visual. C'est une vision. Ah, t'étais le seul qui pouvait me faire cette référence. Merci, Adrien. Tu vois, pour moi, c'est cette personne-là. Qui est donc, qui est souvent, oui, c'est l'attraction numéro 1 de ton équipe. Les équipes en reconstruction posent cette question où, oui, qui est le franchise player? Après, pour toutes les équipes NBA, on est capable de répondre, tu vois. On parlait d'Utah. Utah est peut-être une des exceptions. Qui est le franchise player de Utah? Ça, c'est un débat qui agite souvent la twittosphère, mais pour moi, mais Orlando aussi. Équipe franchise player d'Orlando. Alors, je fais exprès de prendre les équipes qui sont non, mais c'est bien joué, non, parce que pour moi, il y en a pas. En reconstruction, mais c'est les deux équipes de bas de tableau des deux côtés, mais ils ont pas encore. Justement, la question, c'est de déterminer, d'arriver à déterminer qui est ton franchise player et après autour duquel tu vas essayer de broder ton équipe. C'est un peu comme ça que ça se joue quand tu montes une franchise NBA. Donc une fois que tu l'as, effectivement, une fois que tu as une pièce centrale, c'est là que tu détermines est-ce que il peut l'être. Donc tu as tes potentiels franchise players. Est-ce que il l'était? Donc là, c'est la question de est-ce que tu vas t'en séparer. Et puis il y a au milieu le moment où tu dis est-ce que là il l'est ou est-ce que c'est suffisant ou non en fait? Est-ce qu'il a cette capacité d'être le franchise player plus, donc je vais l'appeler là ce top 11 du DH20. Mais toujours à mettre en rapport avec les ambitions que tu as sur ton équipe, parce qu'effectivement quand tu es Indiana, quand tu es je sais pas, des équipes qui sont souvent en milieu de tableau, Memphis, même si là ça se passe très très bien, tu n'as peut-être pas la même échelle de valeur sur comment évaluer qui est ton franchise player. Sachant qu'une reconstruction, c'était la manière dont j'avais entamé le podcast sur les reconstructions. J'avais parlé de la fameuse Sloan Conference, donc qui est une espèce de réunion des papes, des cardinaux, du coup, parce que les papes, il y en a qu'un, des cardinaux des analytics et de l'analyse NBA, qui avec notamment Lawrence Frank, qui travaille chez les Clippers, qui avait dit ça démarre avec le proprio. La manière de la reconstruction, donc c'est lui aussi qui doit déterminer ça et voir comment aussi un mec qui est pas tellement sur le terrain basket considère le franchise player. C'est là où tu te dis que peut-être s'il y a une dimension marketing que n'aurait pas un coach si tu lui demandes c'est qui le franchise player de l'équipe. Par exemple, je pense que dans les bureaux du front office Utah et peut-être des proprios, c'est Mitchell le franchise player. Alors que peut-être que si tu demandes à Snyder, peut-être qu'il va te dire non, notre franchise player c'est Gobert. Bref, on s'écarte. Ouais, on s'écarte. Mais ça joue quand même dans la question. C'est ça qui est intéressant, c'est que effectivement, quand tu te sépares de l'image de ta franchise, même si en termes basket c'est peut-être pas ou plus le centre de ton système, c'est une décision qui a un impact, ne serait-ce que sur les fans bien sûr, mais aussi sur la perception à travers la ligue en général. Quand tu te sépares d'un joueur, selon comment c'est fait, ça peut avoir une incidence sur tes prochaines free agency et tes prochains trades, également avec les autres GM d'ailleurs de la ligue. Ce qui me fait du coup croire, si je rebascule encore, vous invite vraiment à l'écouter ce podcast reconstruction. Pour moi, il y a deux moments où tu peux reconstruire. On parlait des fenêtres d'opportunité. Quand tu es bloqué dans le ventre mou, quand une star demande à partir, en fait, faut-il forcément le trader? Dans le numéro 1, je pense que les supporters, la fanbase comprendra parce que c'est une volonté, des ambitions affichées. Dans le numéro 2, t'as pas le choix. Tu vois. Donc, faut-il forcément le trader son franchise player pour faire une bonne reconstruction? Quand t'es dans une reconstruction avec des ambitions, oui, et autrement tu le subis. Donc la réponse est peut-être oui. Et donc la réponse du cas Portland. La réponse du cas Portland, moi c'est non. Pour l'instant c'est non. Je veux dire pour l'instant c'est trop. On sait bien ce que montre Simons, mais il y a un moment donné, pour raison garder à chaque fois sur les demi-saisons, c'est super, hein, tant mieux pour lui, tant mieux pour les fans, etc. Mais t'as encore Lillard qui a encore l'air, en tout cas au moins publiquement, d'affirmer vouloir encore essayer. Je pense que tu as quand même plutôt intérêt à le garder, à voir ce que tu peux faire, notamment parce que oui, les stars peuvent demander leur trade, comme tu disais, mais ça peut être aussi pour venir chez toi quand tu as Damian Lillard. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit. Parce que tu vois, on va terminer là-dessus, parce que je t'ai gardé une petite question bonus, Adrien. C'est Noël. On a un exemple d'une reconstruction sans trade de franchise player qui est marché dernièrement. Parce que en préparant l'émission, je me suis un peu creusé la tête. J'ai pas d'exemple, hein. Parce que, tu vois, par exemple, pour moi, on écartons tout de suite, quand... J'ai une triche, mais vas-y. Quand t'as 2, voire 3 stars, et que une part, c'est pas une reconstruction, hein. C'est juste, tu t'adaptes à la situation, t'essayes de pas chavirer. Les Lakers de LeBron, ça compte comment? Les Lakers de LeBron... Alors, quand LeBron arrive, en fait, c'est-à-dire que, techniquement, ils ont trade Lonzo, Ingram
et Josh Hart. Bah pour moi ils sont un peu c'est la situation du Magic améliorée où ils ont pas de. Je pense qu'il y avait 2 joueurs sur le fascicule de saison. Tu vois, pour moi il n'y a pas un mec devant. Oui non mais voilà, mais ce que je veux dire c'est que c'est un exemple. Alors c'est un contre-exemple comme souvent avec LeBron James, hein. Mais en l'occurrence ils n'ont pas eu à trade de franchise player, ils ont renvoyé ensuite leurs pièces pour récupérer Anthony Davis, c'est ça qui s'est passé si on schématise, mais c'est qu'en fait ils ont signé à la free agency parce qu'ils sont les Lakers, on revient à cette attractivité, le gars. Donc du coup effectivement ça change tous les rapports. Donc c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, mais sinon parce que qu'on appelle reconstruction en fait, on revient à la définition de la reconstruction. Parce que pour moi ça veut dire que tu as quand même une partie où tu descends. Genre, il y a une partie où, je sais pas, tu vas être 11, 12e de ta conférence. Certains pourraient dire que IT et franchise player des Celtics se fait plus ou moins virer et c'est une espèce de semi-reconstruction. Mais pour moi, c'est un retooling. On avait fait la différence. Pour moi, c'est un réoutillage. C'est la pire traduction française, vraiment. Ou c'est pas une vraie reconstruction. Donc pour moi, il y a pas de contre-exemple. Hein. Donc oui, la réponse est peut-être oui. Ou sinon, c'est les équipes, parce que là, on parle toujours des équipes qui ont eu un pic et qui redescendent, ce qui est le cas de beaucoup. Mais pareil, je vais être un peu méchant avec les Bucks. Mais du côté de Milwaukee, quand t'as toujours été moyen moins, enfin en tout cas depuis au moins 20 ans, et que d'un coup tu as un pic, est-ce qu'on peut parler de reconstruction par exemple? Là, t'étais juste sur une construction pour le coup. Parce que ta base, c'était il y a quelques années Brandon Jennings, Monta Ellis. Tu vas pas dire que c'est ça qui t'a amené à Giannis Antetokounmpo, quoi. J'étais en train de me dire ça. Oui et non, parce que après les pics sont pas toujours directement liés à un trade, mais peuvent être par rapport à tes résultats et donc ça découle. Bon, ça dépend où on va remonter l'historique en fait. Ouais, aussi ouais. Mais on verra. Mais du coup, on a ouvert plein de portes. Du coup, c'est quoi un franchise player et tout. Vous nous répondrez. On en fera peut-être des podcasts. Ouais, tiens, voilà. On a des questions et on arrive à en avoir d'autres liées à ça. C'est quand même fabuleux. La question bonus, Adrien, parce que j'aime bien les questions bonus. Question de Oziane. Imaginons que vous deviez changer d'équipe de cœur aujourd'hui. Laquelle choisiriez-vous pour les prochaines années? J'ai pas d'équipe de cœur, donc en gros, je mettrais mes bitcoins sur qui? Vas-y, je te laisse commencer. C'est une question piège. On peut répondre en esquivant le piège. En disant on peut être fan d'une équipe et du coup la réponse facile c'est de dire je suivrai l'équipe d'un joueur que j'aime beaucoup. Et ça serait un peu j'aurais pas fonctionné comme ça moi tu vois. Mais toi tu n'as pas d'équipe de cœur. Donc du coup c'est possible parce que moi il y a des équipes elles sont exclues d'office. Vas-y balance les Knicks notamment, mais je salue aussi Alan, mais je n'irai pas soutenir les Celtics. Si à un moment donné il faut rester cohérent. Je passe un coucou également à Elias pour Détroit. En vrai, non, moi, en fait. Oui et non, parce que justement, j'ai essayé d'équipes qui nous ont battus en plus récemment dans la dernière grande équipe des Bulls. Mais je pense qu'en fait, là, ce serait Miami, parce qu'il y a Jimmy Butler qui était chez nous et parce que j'aime bien ce qu'ils font, parce que c'est cohérent, parce que ce qui est proposé, le coaching staff, tout fonctionne et j'aime bien la manière dont ils jouent. Et j'aime beaucoup Bam Adebayo, comme toi. Et du coup. Si je devrais changer de crèmerie, et sinon le plus simple c'est de passer de l'autre côté, l'autre conférence. Mais non, il y a personne qui m'enflamme. Memphis c'est trop facile, moi. Pour moi, mais tu vois, je pense que beaucoup de personnes répondraient Memphis. Pour moi, c'est trop facile. C'est de la triche. Ah non. Enfin, j'aime bien, hein, mais je pense pas que quand tu redeviens fan d'une équipe, faut s'attendre aussi. Il faut suivre. Tu changes de crèmerie, mais faut être toujours là quand il y a les plus bas aussi. Hein. Exactement. Ouais. C'est ça aussi le truc, parce que c'est facile d'être toujours fan de l'équipe qui gagne. Ce que j'entends, hein, en observateur neutre. Qu'on aime toujours l'équipe qui gagne, je comprends. Mais si on se considère comme à un moment donné, Chicago, bon supporter. Un bon supporter, il reste quand ça ne gagne pas. Voilà. Bon, c'est un peu un vieux poncif, mais oui, non, là, si je devais changer de crèmerie là actuellement, je me mettrais derrière le hit, je pense. Mais effectivement, ça fera pas plaisir à Alan, encore une fois. Alors moi, c'est bizarre, j'ai écrit cette question dans le fichier Google Doc et directement j'ai eu la réponse Toronto. Je pense que je serais pour Toronto. Pour une équipe américaine? Non, même pas, parce que les auditeurs de la première heure connaissent mon amour pour les ailiers et ils ont juste trop d'ailiers. En fait. C'est le kiff. Ils ont trop d'ailiers de partout, donc je serais pour Toronto. En plus, il y a ce côté un peu international. J'aurais pas peur d'y aller, donc pourquoi pas. Je pense que je choisirais Toronto. J'aurais pas peur d'y aller. J'aime bien. J'aime beaucoup le critère. Moi aussi, en termes de météo, j'avoue que Miami, c'est mieux que Chicago. Miami, c'est un bon choix.
Après, à l'Ouest, moi, j'ai pas envie de, tu vois, si je dois m'investir émotionnellement dans une équipe, j'ai pas envie d'avoir une équipe qui a déjà trop de succès, quand même. J'aime bien, c'est horrible, hein, de penser T'es venu comme ici pour souffrir, toi? j'aime bien quand même connaître cette sensation, tu vois, d'amélioration, etc. Je veux pas non plus que l'amélioration dure 150 ans. Donc c'est pas possible. Donc tu vas pas supporter les Kings, quoi. J'allais te poser la question inverse. La dernière équipe selon toi, celle que tu... Ah, mais moi, c'est très simple. Et je suis désolé pour nos amis à nous. Je vais saluer Pierre, mais pour moi, c'est le Thunder. Sérieux? Ah. Ouais. Mais le Thunder, mais je l'ai déjà dit, on en avait même parlé ensemble, mais moi, j'aime pas trop l'identité de cette équipe. Et en tant que vieux con, représentant des vieux, je salue Elias, à cause d'eux, on n'a plus les Supersonics. Alors, il y aurait des rumeurs comme quoi ils pourraient revenir. Mais voilà, puis non, je sais pas, le Thunder, je trouve que le nom de l'équipe, quand ils sont arrivés là, c'est vraiment l'équipe générique Touquet qui est voilà générée au hasard. Le jeu de maillot et les couleurs, je trouve pas ça fou. Le logo non plus. Voilà, bref. Ok, ils avaient Kevin Durant et du coup c'était cool. Mais et puis en plus ils bossent plutôt bien. Hein. Mais ouais non, ça m'intéresse pas. Voilà. Mais j'ai répondu franchement, sans langue de bois. C'est une des équipes préférées en plus ils ont beaucoup de fans en France. Hein. Le Thunder, on avait fait un. Mais aussi parce qu'il y a un très bon podcast français sur le Thunder qui du coup en France. Voilà, il y a du contenu. T'essayes de te racheter là. je veux pas que Pierre me fasse trop mal. Les Knicks, je pense. Les Knicks, parce que en fait l'incompétence, moi ça me file de l'urticaire et là c'est pas possible. En plus, tu vois, c'est pas de l'incompétence. Il y a toujours c'est délibéré. On te vend de l'espoir constamment et ça ne se matérialise jamais. Non, c'est pas possible. Moi d'un côté, je suis supporter de Marseille et je dis l'incompétence me donne de l'urticaire. C'est un peu un paradoxe, hein, mais bref. Et vente d'espoir et tout, il y a tout. Hein, il y a tout. Ouais. C'est Madiane qui a dit ça plus d'une fois que les Knicks c'était l'OM de la NBA. Et malheureusement, je crois qu'il a pas tort sur beaucoup de points. Et c'est un spécialiste de ce genre de profil, Madiane, évidemment. Mais ouais, je pense que moi, les Knicks, c'est pas possible. Et autrement, non, il y a pas. Non, il y a pas. Non, on n'a pas envie. Après, moi, j'aimerais bien que les Kings fonctionnent au bout d'un moment. Parce que j'aime bien l'histoire, j'aime bien la galère. Je salue les fans des Kings qui galèrent depuis un moment, qui ont eu le plus grand vol de l'histoire de l'arbitrage NBA. À un moment donné, ça mériterait qu'il y ait un truc qui fonctionne. Ils ont vraiment pas de bol, quoi. Donc voilà. Si je devais souhaiter aussi une équipe de l'Ouest, je dirais les Kings. Eh ben, c'était beau. Eh ben, on va conclure là-dessus cet épisode avec 3 questions et un bonus. Avant d'appuyer sur le petit bouton record, on avait dit, ouais, on va leur expliquer aux auditeurs, on se repose un peu, 45 minutes. Voilà. 1 heure plus tard, on va terminer cet épisode. Que veux-tu? Ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. En tout cas, comme d'habitude, on vous remercie de nous avoir écoutés. Suivez-nous sur les plateformes Apple Podcast, Podcast Addict, Apple Podcast 5 étoiles, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. 5 étoiles aussi sur Spotify, sur la plateforme Acast aussi, vous pouvez nous écouter à peu près partout. Quand tu fais des changements de flux, Adrien, tu vois qu'il y a 150 millions d'applis de podcast et les gens écoutent vraiment sur des applis à chaque fois que je ne connais pas. Mais j'admire merci de nous écouter quoi qu'il arrive. Ouais, merci de nous écouter. La plateforme. c'est magnifique. Sur YouTube aussi, si vous voulez voir pas de casquette de basket. Non, c'est une casquette e-sport aujourd'hui. Bon là, on perd un peu des matchs Bulls, alors je me fais discret. Je reviendrai avec Lonzo et Caruso. Ok. Et puis du coup, nous, on se retrouve la semaine prochaine. On l'a dit, les playoffs arrivent petit à petit. Ça va bientôt commencer, donc on va se préparer. On se met dans les starting blocks pour ça. Et puis on vous souhaite une très bonne semaine. Salut. Salut.